Alors, sur le concept d'anomie. Le concept d'anomie est en général étudié en sciences sociales, mais très mal. C'est-à-dire, dans les études, en fait c'est sociologique. C'est Émile Durkheim, un sociologue, qui définit et qui explique, il ne fait pas que définir, il explique concrètement le concept d'anomie sociale. On dit anomie sociale, dans le complet, pas anomie tout court. C'est étudié en sociologie très bien, mais la sociologie parfois est étudiée également, par exemple pour les assistants sociaux, pour la science politique, et pour quelques autres domaines comme les ressources humaines, etc., etc., etc. Et là, c'est très mal expliqué. C'est qu'on se contente de dire l'anomie sociale conduit au suicide. C'est faux. Oui, effectivement, Durkheim définit que le suicide est principalement dû et quasi exclusivement dû à l'anomie sociale, mais que l'anomie sociale conduit également à d'autres comportements que le suicide. Le suicide physique s'entend. Il y a le suicide social d'abord, puis le suicide de la société elle-même. C'est-à-dire que la société elle-même ne résiste pas à sa propre anomie sociale. C'est-à-dire que, comme l'a démontré très bien un article récent sur Internet, qu'on peut trouver sur Internet dans des journaux très sérieux, des sociologues et des politologues et des criminologues et un peu de toutes les disciplines ont fait des recherches et ont déterminé que nos sociétés occidentales sont en train de s'effondrer sur elles-mêmes. C'est ce que j'ai toujours défendu dans mon blog novichok.over-blog.com, à savoir que la société occidentale est en pleine décadence, voilà. Elle est en train de s'effondrer sur elle-même. Suite à quoi? Suite à l'anomie sociale qu'elle a générée, qu'elle génère. Mais on va revenir tout de suite à des explications sur l'anomie sociale en sociologie, qui a été définie par Émile Durkheim, donc il y a quelques années, pas mal d'années, une bonne quelques décennies. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une situation de société dans laquelle les buts légaux et promus par la société, donc les buts légaux et promus par la société, ne sont plus atteignables par les moyens légaux définis par cette même société pour y parvenir normalement. Donc les buts légaux définis par cette société ne sont plus atteignables par les moyens légaux définis par la même société. Et de fait, quand c'est comme ça, quand les buts légaux ne peuvent plus être atteints par les moyens légaux, cela engendre de facto une violence sociale, et contre soi-même parfois, et contre les autres aussi, contre les autres membres de la société aussi, et contre les institutions parfois, et contre la société elle-même, donc contre les autres et contre la société elle-même. Alors, j'ai un exemple très facile à comprendre, c'est l'application de l'anomie sociale aux relations hommes-femmes. C'est-à-dire que, bizarrement, le but de tout homme est d'atteindre un espèce de droit à des relations affectives et sexuelles pleinement épanouies. Bien que ce soit un but légitime et promu par la société, atteindre des relations affectives pleinement épanouies, affectives et sexuelles pleinement épanouies, ça ne fait pas partie des droits de l'homme, bizarrement. C'est pas compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui prouve bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été établie par des bourgeois pour la bourgeoisie. Voilà. Ce qu'on y défend, c'est la propriété privée, pas le bonheur. Voilà. Et ça représente un but légal qui est mis en cause dans les moyens légaux qui autrefois permettaient d'y arriver, parce que d'abord il y a le double bind, le double ordre contradictoire, le double bind, qui veut que lorsqu'une femme se fait draguer, c'est actuellement considéré comme du harcèlement. On parle de harcèlement lorsqu'elle se fait draguer en rue, lorsqu'elle se fait... mais d'un autre côté, les mêmes femmes, par des persistances éducationnelles, attendent toujours que ce soit le mec qui fasse le premier pas. Alors, là, on est dans un double bind parfait. Il y a plein d'autres double bind. Le double bind, par exemple, du dressing code. Il y a le dressing code à la mode, je dirais, États-Unis côte Est, New York, Chicago, Atlanta et tout ça.
parfois en Floride, et puis le dressing code Los Angeles. Mais je dirais même pas côte est, je dirais tous les États-Unis, c'était le dressing code, tous les États-Unis, au nord-ouest, à Washington, à Seattle, à Oakland déjà en Californie, Oakland, déjà c'est déjà différent de Los Angeles, mais prenons ne fût-ce que le nord-ouest, l'état de Washington, et non la ville de Washington, l'état de Washington, avec Seattle, et toutes les villes où sont nés le grunge, où sont nés le rock grunge, le dressing code, contrairement à Los Angeles, où là c'est ce que je vais dire après, mais le dressing code, lorsqu'une fille s'habillait les jambes dénudées, très dénudées, c'était putain j'ai envie de baiser. Maintenant ça veut dire, et là c'est côté Los Angeles, ça vient de Los Angeles, ça veut dire regarde comment je suis habillé avec des vêtements ultra chics et ultra chers. Ça veut pas dire du tout j'ai envie de baiser, ça veut plus dire du tout ça. Alors effectivement le double bind du dressing code qui a changé entre temps en Europe aussi, parce qu'avant en Europe c'était bien ça que ça signifiait, j'ai envie de baiser, alors que maintenant ça signifie regarde les vêtements ultra chics à 250 € pour la petite pièce de tout rien du tout que je porte. Voilà, bon, c'est malheureux, mais le dressing code aussi a changé. Il y a des pans entiers de moyens légaux d'obtenir ce but légal des relations affectives et sexuelles qui sont devenus inefficients. C'est-à-dire qu'il y a des buts légaux, ce but légal, les moyens légaux qui permettaient d'obtenir ce but légal ont disparu. Ne fût-ce que le travail, par exemple. On dit le travail intègre te permettra d'avoir une petite copine, te permettra de fonder des familles, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que le travail, en majorité, désintègre. D'abord parce qu'il m'isole de la société, principalement le travail en usine, là, ça isole de la société. C'est vrai que le travail en Oreca, le travail en magasin, quand je suis vendeur dans un magasin, ça ne m'isole pas de la société. Les travaux de guichetier, de tout ça, ça n'isole pas vraiment de la société. Mais enfin, il y a quand même un isoloir. Il y a quand même le plexiglas dans les guichets. On a des contacts sociaux, c'est pas comme à l'usine, où on est vraiment là, retiré de tout. Mais il y a d'autres boulots, comme le travail de nuit. Comment veux-tu fonder des familles quand tu es obligé de travailler ne fût-ce qu'un tiers de ton temps de l'année en travail de nuit? Ça, c'est le cas des usines où on pratique le 3x8, et le cas de tous les travaux de nuit, comme les voiries, mais en termes techniques, là. C'est-à-dire le maintien en état des lignes de tram, des lignes de tramway, des voiries. Lorsqu'il y a un trou dans une voirie, il faut et en général, ça se fait la nuit. Comme par hasard, toujours, c'est les travaux de nuit. Les travaux de nuit, effectivement, sont isolateurs de toute possibilité de relations affectives et sexuelles. Donc voilà, c'est en clair. Donc le travail ne permet plus non plus, et ce n'est même pas le travail qui permet d'avoir une petite copine, c'est tout bêtement, comme le disait déjà Karl Marx dans son manifeste du Parti communiste, le capital en est venu à définir comme seul et unique but légal faire de l'argent. Donc si je fais de l'argent, je pourrais avoir une petite copine. Et faire de l'argent, quel qu'en soit le moyen, légal ou illégal. La bourgeoisie légale et la bourgeoisie illégale sont deux bourgeoisies qui ont les mêmes intérêts. C'est en clair. Donc voilà. Et c'est ce dernier but légal, l'argent, qui sert actuellement de moyen unique, légal ou illégal selon la manière de se faire de l'argent, au but amoureux cité plus haut. Voilà. Au but amoureux que j'ai cité précédemment. C'est l'argent qui est devenu un but est devenu un moyen. Qui était un but est devenu un moyen. Donc cela engendre des formes de violence contre la société, contre soi-même et contre les autres, et les femmes en particulier. Alors d'abord contre la société, en ce sens que j'ai pu l'expérimenter moi-même dans ma jeunesse, ce sont les plus grands frustrés qui sont les plus violents, les plus déconneurs, les plus borderline. Et voilà, les plus déconneurs et les plus borderline, qui commettent le plus de crimes et de violences, lors des manifs par exemple,
pour ce dernier cas de violence, mais qui commettent également le plus de crimes. Ce sont les plus grands fossés sexuels, ils commettent les crimes les plus répréhensibles, disons. Pas les plus répréhensibles, mais les plus fous, quoi. Les plus sans logique. Hein. Bon. Et contre soi-même ensuite, parce qu'il y a désocialisation, auto-marginalisation, parce qu'on ne se sent plus considéré par les femmes, alors on se dit, bon, je ne vaux pas la peine, si je ne vaux pas la peine, et donc on s'auto-marginalise par rapport aux autres, on ne se fait plus d'amis, on ne se fait plus rien, parce qu'on se dit, je ne vaux pas la peine, voilà. Ça peut aller physiquement, les scarifications, les blessures contre soi-même, hein, les automutilations, et le tout pouvant effectivement aller jusqu'au suicide, comme l'explique Durkheim. Mais le suicide n'est pas la seule manifestation de l'anomie sociale. Je l'ai dit, la violence, précédemment, et en était une aussi. Ou à tout le moins des tendances suicidaires. Et ça engendre d'autres problématiques. L'anomie, c'est que se sentant suicidaire ou destructeur ou autodestructeur, ayant cette tendance autodestructrice, afin de l'oublier, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise de la drogue, et là, de la drogue en général illégale, toutes les drogues illégales, parce que la drogue légale ne suffit plus, l'alcool ne suffit plus. Donc on utilise du joint, du shit, et puis après d'autres drogues, pour certains d'autres drogues, cocaïne, héroïne, etc. Hein, donc c'est bon, pour que ça cherche d'échappatoire, pour que ça serve d'échappatoire, pour qu'on oublie ses problèmes, pour oublier ses problèmes. Donc ce qui fait que finalement on peut mesurer le mal-être à jeun d'une population à sa quantité et force de drogue consommée, tabac et alcool inclus. C'est radical, là ça ne rate pas. La bourgeoisie aussi consomme des drogues, mais bon, qui prétendra que les bourgeois sont incapables de lucidité? C'est-à-dire que comme je dis, en relation amoureuse, t'as les imbéciles heureux, et puis tu as les lucides. Les lucides ont le choix entre deux options, ou être cynique, ou être malheureux. Voilà. Et même parmi les bourgeois, lucides, ils ne sont pas tous cyniques. Serge Gainsbourg, par exemple, était un bourgeois, et, oui, il gagnait bien sa vie en tant que musicien. Au début, il ne l'était pas. Il est devenu. Mais il était lucide. Dès le début, il était lucide, parce que par rapport à sa vie concrète, il a vu que quand il n'était rien, il n'avait aucune petite copine. C'est quand il a commencé à écrire des chansons qu'il est devenu bankable pour les filles et que les filles allaient vers lui. Il le savait. Et il savait que sans sa position sociale, jamais il n'aurait eu ni Bambou, ni Jane Birkin, et encore moins Brigitte Bardot. Et donc, il le savait, et ça le rendait tellement malheureux, parce que c'était un lucide qui n'était pas cynique. Il était lucide, mais avec de l'affection, beaucoup d'affectif, et donc il était malheureux. Mais il y a d'autres lucides qui sont cyniques, effectivement. Bon, voilà, hein, mais bon. Donc la bourgeoisie consomme de la drogue, il y a deux raisons à ça. La raison récréative, c'est vrai, la bêtise de vouloir jouer au dur, sans savoir pourquoi est-ce que le dur consomme de la drogue. Comme je l'ai dit, c'est le dur consomme de la drogue, c'est parce qu'il est malheureux. Mais le bourgeois ne se l'imagine pas un seul instant, il se dit c'est parce que c'est fun, et donc il consomme de la drogue aussi, le bourgeois, il y a la version récréative, et puis il y a le bourgeois lucide, et qui, étant lucide, est malheureux, et donc consomme de la drogue lui aussi, comme le paumé. Voilà. Donc on peut être aussi les deux à la fois, hein, lucide et triste. Oui, c'est vrai aussi. Alors le besoin premier d'être heureux, l'anomie sociale rendant cela impossible, ça crée un besoin second, celui de la drogue. Donc moi je dis, il ne sert à rien de vouloir mener une politique de lutte contre le trafic de drogue si on ne s'attaque pas à ce qui crée l'anomie. Voilà. Et enfin, après la violence contre la société, contre soi-même, vient la violence contre les autres, et principalement les femmes, puisque le but légal que je me suis assigné n'est plus atteignable par des moyens légaux, alors autant tenter les moyens illégaux, délinquance, agression, c'est-à-dire que si draguer n'est plus imaginable, alors il ne reste plus que le braconnage. Le braconnage, c'est toutes les stratégies de séduction ou de soumission, d'influence par la malignité, c'est-à-dire par des ruses, avec ou sans substance interposée. Substances interposées pouvant être bêtement de l'alcool. Hein, voilà. Donc, et pouvant aller jusqu'au viol. Hein, voilà. Donc on voit l'anomie est un concept bien plus large que simplement le suicide. Hein, ça va. Le viol est compris comme étant une des conséquences de l'anomie sociale.
soyons clairs. Hein. Donc voilà. Et je tiens à noter, il s'agit d'une manifestation de l'anomie sociale. Donc la faute en revient au modèle social et non aux hommes pris individuellement ou comme groupe de genre sexué. Le modèle social étant construit à la fois par des hommes, mais aussi par des femmes. Si le modèle social existe tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les femmes sont d'accord. Sinon, ça fait 50% de la population qui ne serait pas d'accord, ça ne tient plus. Voilà. Donc voilà, c'est le concept d'anomie sociale. On peut en aboutir aussi à l'explication que les familles de plus en plus riches sont amenées à devenir de plus en plus riches et les familles les plus pauvres amenées à rester pauvres. Mais je ne vais pas... oui, c'est ce que finit par prouver Durkheim lui-même, hein, sans le vouloir. Mais par l'anomie, bon voilà. Mais c'était simplement pour aborder l'anomie sociale. Qu'est-ce que l'anomie sociale? Complètement, de manière la plus complète possible, et pas seulement en se contentant de la notion de suicide en général évoquée quand on parle d'anomie sociale selon Durkheim, selon Émile Durkheim. Voilà.